Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à notre émission où j'ai le plaisir d'accueillir Madame Mélanie Rochon, aidante naturelle pour son conjoint, atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne, plus communément appelée DMD. Bonjour Mélanie, comment vas-tu? Bonjour, moi ça va bien. J'ai passé une belle semaine aujourd'hui, puis cette semaine, là, la semaine passée. Tant mieux. Mélanie, je sais, j'ai fait quelques recherches sur toi et je sais que ton parcours de vie, ton parcours est atypique, n'a pas été des plus faciles. Parle-moi de toi, de ton passé, de ta vie. Ben, moi, premièrement, je suis née prématurée. Puis, c'est ça, au début, il n'y avait pas aucun signe comme de quoi qu'il y avait quelque chose qui clochait, là. Pour eux autres, ben, je suis née tu sais, comme à 7 mois de grossesse. Puis j'avais aucun problème, là, j'étais en bonne santé. Il a fallu qu'on me mette aux soins intensifs pour vérifier certaines choses, mais à part de ça, ben, j'étais en bonne santé. Ça a été seulement comme autour de l'âge de 2 ans où mes parents ont vu que, tu sais, je marchais toujours pas, je parlais toujours pas, je buvais au biberon jusqu'à l'âge de 3 ans, j'étais assise dans une chaise haute jusqu'à l'âge de 3 ans. Puis j'ai commencé à vraiment parler, là, puis à marcher seulement à 8 ans. Puis Oui, mon Dieu, quand même. oui, je me suis mis à marcher d'un coup. Fait que là, c'est là qu'ils ont dit, d'habitude, des cas comme ça, c'est souvent des cas d'autisme. Fait que c'est comme ça qu'ils ont vu que c'était l'autisme. Parce que normalement, si c'était un handicap, j'aurais pas marché comme ça. Il aurait fallu que je passe par... Ben, j'ai passé par toutes sortes de soins, mais tu sais, que ça soit développé comme ça d'un coup, là, ils ont trouvé ça pas mal, tu sais, quasiment de sortir de l'école à l'été pour les vacances, puis rentrer à l'école en marchant et en parlant, là, c'est assez, c'est quasiment Extraordinaire. miraculeux. Oui, oui, j'en Ouais. conviens. Fait que à partir de là, je suis allée à l'école primaire ordinaire, mais j'avais un problème visuel qui était moins grave que celui-là de ma mère puis celui de ma sœur, parce Je que comprends. c'était un problème en même temps qui était. Ils ont découvert que c'était aussi, ça pouvait être métabolique parce que, tu sais, on ne peut pas avoir un cataracte congénital sans avoir un problème qui est sous-jacent à ça. Fait qu'ils ont dit c'est peut-être un problème métabolique. Fait qu'ils ont commencé à associer tous mes problèmes à ça. Mais ça fait que je suis allée à l'école quand même. Puis j'ai défié tous les pronostics. Je me suis rendue au secondaire, à l'école pour personnes handicapées, parce qu'au primaire, j'avais un petit peu de problème. J'étais lente OK. physiquement. Puis j'ai eu beaucoup d'opérations aussi, étant donné qu'ils ont découvert que j'avais une hyperlaxité, là. J'avais un problème au niveau des muscles, des nerfs, tout ça. OK. Mais c'était causé par un syndrome qu'ils n'avaient pas découvert à ce moment-là. Puis ça fonctionne beaucoup comme ça. Souvent, les personnes autistes ont ça. Ça s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. Fait que j'avais ce syndrome-là aussi. Fait que j'ai eu beaucoup d'opérations pour essayer de contrer toutes les laxités que j'avais, là. Je comprends. Ça m'a fait manquer beaucoup au niveau de l'école. Fait que, J'imagine. puis en plus, j'avais toujours un petit problème de socialisation à cause justement de ça. Fait que je me suis retrouvée à l'école Joseph Charbonneau. C'est une école pour personnes handicapées parce que j'ai eu un parcours assez chaotique. J'ai commencé dans une institution pour enfants très lourdement handicapés avec des problèmes intellectuels. Puis OK. j'ai fait mon secondaire aussi dans une école où il y avait des personnes handicapées. Puis c'est là que j'ai rencontré Patrick. J'ai Ah, Ouais, j'ai rencontré Patrick à l'âge de 14 ans.
Eh Parce mon que, Dieu, quand même! oui, puis Patrick, il m'a tout de suite remarqué comme, tu sais, comme étant une bonne amie, là. Puis, ben, de fil en aiguille, on a fait beaucoup de choses ensemble au secondaire parce que c'est sûr en étant avec des difficultés d'apprentissage, Ouais, ouais. puis en étant avec des personnes handicapées, ben, j'avais le droit au niveau du gouvernement de poursuivre l'école secondaire jusqu'à l'âge de 21 ans. Fait que OK? j'ai vu Patrick assez longtemps dans mon parcours au secondaire. Euh, mais Patrick avait une dérogation, fait qu'il a fini son secondaire en même temps que moi. Fait que on a fini notre secondaire ensemble. Puis c'est là que j'ai découvert sur des photos de finissage. Je dis, tabarouette, il était là. Puis pourtant, il y a 3 ans plus vieux que moi. Fait que ça veut dire qu'il y a eu une dérogation de 2 ans, ou 2 ou Je 3 ans. comprends. Fait que c'est drôle qu'on ait fini en même temps, puis on est En tombé. même temps, oui. Oui. Mais la vie étant, hein, quelquefois, nous réserve de belles surprises. Mélanie, j'aimerais, j'ai lu sur toi et, bon, comme on sait, tu es née prématurément dans ce monde où l'autisme est venu à ta rencontre, mais tu te décris comme une personne prototypique. Explique-moi, Mélanie. Ben, c'est-à-dire que tu as normalement, là, aujourd'hui, on reconnaît deux types d'autisme, ou OK? 2 ou 3, là. Tu as l'autisme de Kanner, qui est l'autisme euh, très, très, très atteint, là, avec des difficultés intellectuelles. Puis moi, j'étais considérée comme ça jusqu'à l'âge de 8 ans, étant donné que je parlais pas puis je marchais pas. Je comprends. Puis je me promenais, je me véhiculais d'une façon atypique. Je m'assoyais d'une façon atypique. Puis on disait à mes parents que c'était peut-être une bonne idée pour moi que je sois placée dans une famille là, pour ces enfants-là. Mais quand je me suis mis à parler, ben là, j'étais comme placée dans les autistes qui appellent Asperger. Puis là, je me dis, je peux pas être autiste Kanner puis autiste Asperger en même temps. En même temps, Non. Fait que c'est tellement difficile de vraiment classer parce que c'est tabou encore, hein, même encore aujourd'hui, ce je genre sais. d'affectation-là. Oui, C'est pour ça que je me suis considérée comme, on dirait, atypique. je comprends. Mélanie, aujourd'hui, tu es l'aidante naturelle de ton conjoint qui souffre de la DMD, dont Oui. l'incidence est de 1 sur 3500 naissances de garçons et de 1 sur 100 000 naissances de filles. Quels sont les symptômes de cette maladie qui semble toucher beaucoup plus les hommes que les femmes? Quels sont les premiers symptômes? Si tu Ben, peux nous expliquer un peu cette maladie pour mettre en contexte un peu nos auditeurs. oui. Cette maladie-là, moi, les premières informations que j'avais, puis que j'ai toujours, c'est que cette maladie-là, les premiers symptômes, c'est souvent de la faiblesse au niveau des membres supérieurs et inférieurs. C'est là que ça commence vraiment. Les enfants vont marcher, puis ils vont avoir souvent des douleurs, des OK? étirements, des élongations. Comment ça s'appelle ça? Des élongations musculaires Oui? anormales, des bleus quand ils se frappent sur quelque chose, c'est des bleus faciles. Ils ont aussi apparemment des petits problèmes d'apprentissage au niveau des mathématiques, de la logique, de la dyscalculie, par exemple. OK? Mais ça, c'est comme ça les rend pas moins intelligents, c'est juste que ça peut Absolument pas. non, ça peut arriver chez comme chez Patrick, c'est quand même assez fort, là, il souffre de dyscalculie. Puis, ça fait que si l'enfant par exemple, des accidents, puis qu'il peut être un bout de temps sans marcher, ben ça se peut qu'il ne remarche plus. Puis OK? aussi, Patrick a eu des problèmes de constipation chronique depuis l'enfance parce que comme ça touche les muscles, ben, ça touche aussi les muscles du système digestif. Digestion plus lente, transit
intestinal plus lent. Plus lent, oui. Ouais. Fait que Patrick a arrêté de marcher à 11 ans. Puis moi, je l'ai connu, il était déjà en fauteuil, mais il pouvait écrire, il pouvait, il pouvait encore se servir de ses mains, il pouvait tenir quelque chose assez. Il pouvait être fatigué facilement, là, parce que c'est beaucoup de la fatigue musculaire, Oui. puis de la fatigue à la fin de la journée, là. Puis moi, parce que c'est pas juste Patrick, j'en ai connu d'autres, puis en étant en relation avec beaucoup de ces jeunes-là, Oui. ben, souvent, c'était des jeunes, ben, par exemple, ils voulaient prendre quelque chose dans un sac d'école, puis ils n'étaient pas capables de le faire, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui les aidait tout le temps. Puis à l'école, ben, il y avait ce qu'ils appelaient des aides pédagogiques pour ces jeunes-là, puis pour d'autres jeunes qui avaient d'autres affectations. Fait que souvent, ça leur prend de l'assistance, puis c'est pas juste la personne aidante naturelle qui peut, ou le parent. C'est pour ça qu'on les envoyait à l'école, ou on les envoyait faire des activités dans la journée pour donner du répit. Du répit, c'est ça. Oui, parce que ces jeunes-là, là, ils demandent beaucoup, beaucoup au niveau physique, même quand ils sont plus jeunes. Puis Patrick, ben lui, c'est ça, il échappait pas à la règle, hein. Tout ce Non, qu'il fallait j'imagine. qu'il fasse, là, c'était toujours les autres qu'il fallait qu'il fasse pour lui. Mélanie, j'aimerais savoir, la société d'aujourd'hui étant ce qu'elle est à l'égard des personnes handicapées, avez-vous été victime de préjugés, de discrimination dans votre vie? On en a toujours la discrimination dans notre vie, c'est certain. Mais, tu sais, même avec Patrick, là, on est deux personnes qu'on se laisse pas impressionner par la discrimination. Tu sais, on continue à faire ce qu'on a à faire. C'est sûr qu'à l'école, tu sais, moi, avec mes lunettes, je me faisais traiter de gros yeux. Ça commence dès l'enfance, la discrimination, là. Fait que je me faisais traiter de gros yeux, barnique électronique, toutes sortes de noms de même. C'est sûr que ça l'affecte plus certaines personnes, la plupart des gens, mais moi, en étant une personne qui était considérée comme asociale, puis ça avait un effet positif, c'est que moi, je m'en préoccupais pas. Moi, ça me touchait pas autant que, par exemple, ma sœur qui était plus neurotypique, qui était pas autiste, puis qu'elle, elle m'arrivait avec toutes sortes de commentaires, là, qu'elle avait des pensées qu'elle avait. Moi, j'avais pas ces pensées-là, puis Patrick non plus. Mais il reste que l'intimidation, des fois, ça peut être même dans le fonctionnement, des fois, que, comme par exemple, on voudrait faire quelque chose comme ouvrir une porte, puis quand les gens nous aident, ça fait toujours plaisir à ouvrir la porte. J'imagine. Oui. Quand les gens passent outre, ben ça fait mal. Ou quand les gens nous appellent jamais, ou que ça arrive qu'il y a des gens qui nous parlent pas parce qu'ils ont peur de nous adresser à la parole. Est-ce que tu as le sentiment avec ce que tu es en train de me dire, Mélanie, est-ce que tu as le sentiment du rejet constant? Ben, non, ben ça, tu sais, on peut se tenir avec des personnes. Dire le Oui. rejet constant, non. Parce OK. qu'il y a des personnes qui sont encore très bonnes, qu'on peut rencontrer dans ce beau monde quand même. Oui. Puis j'ai quand même des amis, puis Patrick aussi a des amis, là. On est quand même des personnes assez aimables et assez amicaux qui se sont on s'est toujours impliqués, tu sais, partout. On a toujours été, je pense que c'est ça le but aussi, c'est de vraiment s'impliquer, c'est de vraiment pas avoir peur de s'impliquer avec des personnes qui sont des, qui ont des valeurs plus élevées. Puis on peut les rencontrer sur notre chemin, ces personnes-là. Puis laisser faire les personnes qui nous font du mal, puis qui font des préjugés, puis qui nous donnent plus de difficultés, là. Je comprends. Mélanie, est-ce qu'on peut dire que la méconnaissance du handicap est plus souvent qu'autrement causée par la peur que certaines personnes ont de la différence? Oui.
je peux rajouter là, à mon oui que pendant 10 ans, moi, j'avais fait justement un projet qui était d'approcher des enfants, justement, dans des écoles, puis, puis de les coacher, de me faire connaître à eux en tant qu'adultes, puis de les sensibiliser. Puis, Ouais. je veux dire que ce genre de projet-là, ça fonctionne. Si on était plusieurs personnes qui, comme, ben, en tout cas, parce on fait ce genre de projet-là, là, puis on approche des enfants, mais les enfants, ça commence dès l'enfance, sûr que la peur, là, puis ça se poursuit en étant adulte. Effectivement. Fait qu'en sensibilisant les enfants dès l'école, ben, il y a des enfants qui, pour qui, là, c'est plus une peur d'aller vers les autres parce qu'ils en connaissent d'autres, des personnes comme nous, tu sais. Ils en connaissent des personnes, puis, tu sais, nous autres, on n'a pas peur, par exemple, d'inviter des enfants chez nous, puis de dire, regarde, Patrick, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a une machine, puis il y a un fauteuil roulant. Puis les enfants, là, quand ils vont à l'école, puis ils voient quelqu'un de différent, c'est, ah oui, j'en ai déjà vu un comme ça. Ils ont comme une sorte de référence et aussi ça fait du bien à l'âme que d'avoir une sorte de référence parce que la peur s'amenuise dans ce temps-là. Hein? Alors, on n'est plus apte à se dire, ben c'est comme ça, puis c'est pas grave. Oui, ben c'est exactement ça. Puis des projets comme ça, là, ben, il faut en faire. Là, puis il ne Absolument. faut jamais arrêter d'en faire. Mélanie, c'est le temps de faire une courte pause et on vous revient, chers auditeurs, avec la suite de l'histoire de Mélanie Rochon. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci. Nous sommes de retour de la pause. Mélanie, nous parlions de la méconnaissance du handicap qui, quelquefois, peut causer de la peur pour certaines personnes. Bon, la différence fait toujours peur. On ne connaît pas ce qui se passe chez l'autre personne. On ne sait pas pourquoi qu'elle est atteinte de telle ou telle chose. Puis, à quelque part, la société, je crois qu'elle est de plus en plus centrée sur elle-même, malheureusement, et surtout avec la pandémie qui vient de passer. On est encore malheureusement un peu dedans. C'est sûr que l'être humain a vécu des choses depuis 2 ans et est un peu plus centré sur ses besoins, alors peut-être un peu moins axé sur les besoins des autres et peut-être un peu moins axé à vouloir connaître ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Moi, j'aimerais, Mélanie, que tu me parles de ton quotidien et des défis auxquels tu dois faire face en tant qu'aidante naturelle. Ah, ben moi, mon quotidien, c'est... je suis pas mal le rythme de mon homme, en fait. Tu sais, c'est sûr qu'avec les changements qu'il y a eu, tu sais, peut-être pas juste la pandémie, mais tu sais, lui, normalement, juste préciser que son espérance de vie a doublé depuis. Fait que c'est sûr que tous les aidants qu'il y avait avant, que moi, je vienne officiellement dans son quotidien à lui, parce que Oui. avant, j'étais à l'école, puis après ça, on s'est perdu de vue pendant 15 ans. Fait que toutes les affaires que j'ai vécues avec lui, c'est-à-dire que lui a vécu des pertes, une perte d'aidants, là, parce que les gens vieillissaient. Là. Ben oui. Là, lui, il a changé son quotidien parce que là, maintenant, on se lève plus tard, on fait les choses un peu comme des retraités, en fait. Tu sais, je le suis. Mais là, juste avant la pandémie, on était capable d'avoir plus de personnel. Fait que ça m'a permis à moi de pouvoir sortir. D'avoir un certain répit. Oui, de pouvoir sortir dans la journée. Là, mettons, ouais. Je sortais de 9 à
mettons, je sortais de 9 à 19 heures le soir. Là. Ça me faisait bien de pouvoir sortir et de pouvoir aller chez des gens. Parce que même, tu sais, avec la pandémie, on était enfermés, mais moi, j'étais enfermée avant ça. Parce Patrick avait des heures comme quelqu'un qui était tu sais, comme quelqu'un qui était quand même capable, là. Tu sais, parce qu'on faut croire qu'avec le chèque emploi-service, puis le maintien à domicile, puis maintenir à domicile une personne, bien souvent, on est bloqué par un nombre d'heures qui plafonne à 44,5, là. OK. Fait que mon conjoint qui avait besoin d'aide pour s'alimenter parce qu'il ne s'alimente pas comme une autre personne, son espérance de vie, son espérance de vie, elle est doublée. Tu sais, maintenant, il est rendu beaucoup plus vieux. Là. Il va approcher la cinquantaine. Puis pour quelqu'un qui a sa maladie, mais souvent, à spécifier que tous les amis que j'ai connus qui avaient cette maladie-là sont tous décédés, sauf lui. OK. Lui, là, c'est le plus vieux au Québec en ce moment qui a cette maladie-là de sa génération à lui, là, qui va approcher la cinquantaine. Là. Fait que, tu sais, moi, je vis avec lui, tu sais, un peu comme une personne retraitée qui se lève le matin assez tard. Puis, des fois, ben, je vais me lever de bonne heure, mais je vais avoir une vie tranquille jusqu'à 11 heures. OK. Puis là, 11 heures, ben là, avec les traitements sont finis. Ben là, la vie commence, les choses commencent, mais on sort. L'hiver, c'est difficile de sortir. J'imagine, oui. Fait qu'on sort, à part moi, je suis souvent toute seule. Là. Tu sais, je vais aller faire un petit peu de bénévolat une fois par semaine. Mais moi, je suis pas mal toute seule. Tu sais, on peut pas faire de voyage non plus en tant que couple. Puis on peut pas, tu sais, dire on va aller à l'hôtel une fin de semaine. J'aimerais bien ça, mais je peux pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que je veux qu'il soit maintenant à domicile. Donc, j'ai fait beaucoup de démarches pour qu'il puisse avoir du matériel. Moi, j'ai fait des démarches, j'ai parlé à des gens. Puis, tu sais, c'est sûr, je peux pas vraiment m'occuper de lui physiquement, puis le lever. Tu sais, des fois, je dis souvent, tu sais, bébé, moi, j'aimerais ça partir une fin de semaine avec toi, là, tu sais, te lever, faire tout, là, tes traitements tout seul. Je comprends, oui. Fait que, non, mais moi, ce que j'ai fait, c'est plus comme y attribuer une nutritionniste. Si ça fonctionnait pas bien, ben avec une travailleuse sociale, ben on change la travailleuse sociale parce qu'elle a fait trop de zèle. Elle veut trop faire elle comprend pas. Fait que on change de travailleuse. Elle est dans le contrôle. Oui. Mélanie, on parle de soutien à domicile. En 2003, le gouvernement du Québec a déposé une politique de soutien à domicile intitulée « Chez soi, le premier choix », visant à jeter les bases d'un nouveau mode de relation entre les proches aidants et le système de santé, et à prendre également assise sur une vision citoyenne pour ainsi considérer l'individu au-delà de toute catégorie. Mélanie, malgré ses bonnes intentions, la première vague de la COVID-19 ne nous a-t-elle pas prouvé que les proches aidants ne reçoivent toujours pas cette véritable reconnaissance du milieu de la santé? Qu'en penses-tu? Moi, ce que je pourrais dire de mon point de vue personnel, c'est que j'ai jamais entendu après un projet de loi ou un gouvernement pour agir. Moi, qu'est-ce qu'on a fait depuis plusieurs années au niveau gouvernemental, c'est que quand, au niveau des gouvernements, là, quand on avait un représentant de gouvernement, là, un chef de parti qui s'approchait, moi, j'ai approché le député fédéral en 2000. Je l'ai approché, puis je lui ai proposé de faire ces rencontres de conseil d'administration de son comté, là, chez nous, dans la salle communautaire. C'est épatante. Vraiment. Vraiment. Puis on s'est les deux, Patrick et moi, on s'est les deux mis dans le conseil d'administration. On s'est comme infiltrés là, puis on s'est donné des mandats. Puis le pire, c'est la chose merveilleuse là-dedans, c'est qu'ils les ont acceptés. Pour vrai? Oui. Fait que, comme ça,
Patrick a eu plus d'heures. Il était capable de se maintenir à domicile. Puis moi, j'ai eu ce que j'ai demandé. Alors, Mélanie, est-ce que tu pourrais dire, donc, étant donné que vous avez eu, dans le fond, vous avez eu gain de cause, est-ce que tu trouves présentement, on parle à l'heure actuelle, est-ce que le gouvernement actuel a tendance à se désinvestir du soutien à domicile et à oublier les besoins de l'aidant naturel? Je ne suis pas sûre que j'ai très bien compris la question. Dans le fond, est-ce que le gouvernement actuel a tendance à se désinvestir du soutien à domicile? Est-ce qu'il a tendance à l'oublier, le soutien qu'il pourrait donner? Est-ce qu'il a tendance à oublier ça, à mettre ça au rencard, puis à passer à autre chose, puis à s'investir dans d'autres projets que le soutien à domicile? Ouais. Est-ce que tu trouves que ce projet-là est un projet oublié? Ben, je trouve qu'il est plus qu'oublié, là. Je trouve que on n'a pas, premièrement, on n'a pas eu vraiment d'écho en tant qu'individu avec le gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. Je ne veux pas parler contre personne, là. Non, pas du tout. Je veux juste savoir ton point de vue. Comment toi, tu vois ça? Mais moi, si je ne peux pas avoir le droit de me prononcer sur quelque chose, ou si je ne peux pas être comme j'ai fait en 2019, Ouais. là, je me suis impliquée au niveau de mon comté local. Là. Ouais. Mais si je ne peux pas m'impliquer, là, pour moi, je trouve que pour moi, c'est juste froid, puis il n'y a rien, on ne peut pas rien faire, je ne peux pas compter là-dessus, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas... Tu sais, on est dans un milieu démocratique, on est dans une province démocratique, on est dans un pays démocratique. Fait que pour moi, si je n'ai pas la capacité de me prononcer en tant que citoyen, là, je peux pas m'attendre qu'un gouvernement va penser à moi ou à mon conjoint ou à l'individu tout court. À vos besoins. C'est ça. Mais moi, je parle pour moi, mais je parle aussi pour d'autres, pour toutes les personnes qui sont oubliées. Quand on est oublié, là, c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité d'échange entre le gouvernement ou entre un parti puis son citoyen. Là. Il n'y a pas de possibilité. Puis, tu sais, moi, ça fait depuis 1999 que je m'implique. Je me suis impliquée au Parti québécois, je me suis impliquée au Parti fédéral, Parti libéral fédéral, je me suis impliquée même je me suis impliquée pas mal partout. Puis c'est la première fois de ma vie là, que je connais même pas le député de mon comté. La première fois de ma vie. Quand même. Mélanie, c'est le temps de faire une courte pause et on revient, chers auditeurs, avec la suite de l'histoire. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci. Eh bien, chers auditeurs, nous sommes de retour de la pause. Mélanie, j'avais une autre question pour toi et je voudrais vraiment avoir ton point de vue. Aujourd'hui, dans son plan de refondation du réseau de la santé qui sera déposé dans les prochaines semaines, M. Legault affirme qu'environ 20 % des solutions qui seront mises de l'avant passeront par le privé versus 80 % par le public. Que penses-tu de ce partenariat en devenir? Le privé avec le public. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, là, déjà, le public, si c'est pour faire que les contribuables soient obligés de payer plus, puis payer plus de taxes, payer plus d'impôts, puis avoir autant de problèmes qu'on a en ce moment, là, ouais.
Je ne sais pas, parce que moi, je suis allée dans d'autres provinces, puis je sais qu'il y a bien des gens qui ont peur du privé, là, mais Avec raison. il y a moyen, parce qu'ils vont dire ça va coûter plus cher, mais il y a moyen peut-être de faire qu'on peut faire un partenariat peut-être un petit peu plus vers le privé, mais que les gens puissent payer pour qu'est-ce qu'ils ont besoin de payer et non pour qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin de payer. Pour moi, c'est parce que souvent, on va au public, là, les gens payent pour rien. Puis ça va dans les impôts, ça va dans les taxes, puis ils payent pour rien. Puis on ne paye pas pour qu'est-ce qu'on consomme, là. Je comprends. Mais tu ne penses pas que ce serait peut-être plus avantageux que le système de santé au Québec demeure entièrement public et qu'on ne mélange pas le privé avec ça? Non, c'est sûr qu'il ne faut pas mélanger le privé avec le public parce qu'il y a toujours des gens qui vont avoir besoin du public. Il y a toujours beaucoup de gens parce que la pauvreté est quand même assez élevée au Québec, puis elle va être de plus en plus élevée. Mais quand même, il faut quand même garder une petite comment dire, une petite... au privé, il faut quand même garder une certaine ouverture au privé parce que, comme moi, par exemple, je ne suis pas une personne qui nécessite beaucoup en matière de santé. Fait que moi, je dis laisser la porte ouverte à des gens qui sont capables d'aller au privé, puis laisser la porte ouverte à la plupart des gens qui sont obligés d'aller au public parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au privé. Je comprends. Mélanie, en conclusion, si tu avais une baguette magique, que changerais-tu? Moi, là, j'aimerais ça que les gens ici, là, que les gens s'impliquent, qu'il y en ait de plus en plus qui ressentent le pouls de s'impliquer puis d'aller au front, d'aller vraiment de défendre. Moi, j'ai toujours cru au power shift, puis au power shift personnel, individuel, puis d'avoir une baguette magique, là, ça serait de changer les mentalités là, pour que les gens puissent, je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais que les gens puissent vraiment se responsabiliser, puis, tu sais, et se respecter aussi. Se respecter entre eux. Oui. Puis, avoir une certaine, un développement de, il y en a, là, qui, c'est sûr, là, qui vont vraiment vers l'humanité, l'humanisme, l'amour, mais c'est vraiment de prendre conscience, d'aller vraiment au front de tout. On veut avoir quelque chose, on va le chercher. Puis c'est ça. Mélanie, merci. Merci de nous avoir livré ton cœur. Merci de nous avoir partagé tes opinions. Et je veux te faire un petit hommage parce qu'à toutes les émissions, quand je reçois un invité, ben, je prends la peine de lui faire un hommage. Et d'après mes recherches, pour toi, Mélanie, l'hommage que j'ai à te faire, eh bien, il va comme suit. Mélanie, tu es une battante dans l'âme, une femme qui sait reconnaître le pouvoir des émotions et qui n'a pas peur d'affronter l'adversité sur ton passage de vie. Tu es dotée d'une force spirituelle peu commune et c'est ce qui fait de toi une personne exceptionnelle. Je soupçonne chez toi, Mélanie, un cœur gorgé de chagrin quelquefois, toujours prêt à accueillir dans l'amour les êtres dans le besoin. Aujourd'hui, Mélanie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors écoute bien ceci. Mélanie, moi je t'apprécie beaucoup. Ne change jamais, car tu es unique et combien différente de tous, et c'est bien ainsi. Et j'aimerais partager aux auditeurs ta grandeur d'âme. Je veux aller plus loin encore. Je vais te lire un passage de ta vie que j'ai trouvé merveilleux et qui est tout à ton honneur. Et je veux le partager avec les auditeurs parce que vraiment, ça m'a touchée au plus profond de mon cœur. Tu as écrit un jour, « J'ai un conjoint qui a battu tous les records dans sa génération. Il a la DMD, il a 46 ans. Il est en bonne santé, habite en appartement, on habite ensemble. Personnellement, je le considère comme un miraculé.
Il faut souligner les petites victoires qui ont fait de ces hommes des héros. Il faut leur donner le soutien nécessaire pour qu'ils puissent se sentir des individus à part entière. Pas des sujets de statistiques ou de vétérans DMD oubliés qui devraient être morts et enterrés depuis des années. Non. En tant qu'épouse, je le supporte pour que les gens prennent connaissance de son existence. Mon grand amour s'appelle Patrick. Merci. Eh bien, merci à toi, Mélanie. Merci de reconnaître les gens à leur juste valeur. Tu es une grande dame, une belle personne et continue d'être ainsi parce que la société d'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, ont besoin de gens comme toi. Merci. Et merci beaucoup. Eh bien, chers auditeurs, sur ces mots, voici qui termine notre émission. Je vous dis à la prochaine et comme je le dis à chaque fois, prenez bien soin de vous.